Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et suite à une pause que je me suis auto-accordée au terme de ce fameux confinement et journal de bord quotidien que vous avez fidèlement suivi, me revoici avec un format plus long qu'à l'ordinaire. Alors que le Champs-Élysées Film Festival a débuté son édition online, Covid oblige, je suis en compagnie de Florent Gouelou, un jeune homme au timbre apaisant et aux propos réfléchis qui a écrit et réalisé Beauty Boys, un court-métrage produit par Yukon Kun qui, je vous le donne en mille, est en compétition et que vous pouvez visionner gratuitement en allant sur le site du Champs-Élysées Film Festival. Le lien sera comme d'habitude dans la description de ce podcast. Pour celles et ceux qui m'écoutent depuis les débuts, j'ai déjà reçu Florent à ce micro. Il présentait son précédent film, Un homme, mon fils, une comédie dramatique sensible dans laquelle débutait son incursion dans le milieu des drag queens, ces femmes ou créatures qui prennent la lumière pour envoûter leur public le temps d'un show. La performance scénique est justement le point de départ de Beauty Boys. Ah non, mais le makeover de la mort, quoi. On a dit full drag, ma fille, là. Je veux pas que Cookie me prenne pour une débutante. Bonsoir les enfants. Direction Bain-les-Bains, une petite ville thermale, le soir d'une scène ouverte où Léo et Yaya, son acolyte, s'apprêtent à prendre les traits de leurs alter ego malgré les dissuasions de Jules, le grand frère de Léo. Comme dans West Side Story, l'ouverture du film s'accorde sur un tempo de claquement de doigts avant que Todrick Hall n'enflamme la répétition de la choré. La suite, à vous de la découvrir en allant visionner le film de Florent pour lequel vous pouvez aussi voter. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute. Allô? Allô. Salut. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. Et toi? Très bien aussi. Je veux dire que je suis très content, c'est très cool. Je suis très heureux de, de te retrouver 1 an et demi, enfin même plus, 3 ans plus tard, je crois. C'est très chouette. Ouais, j'ai réécouté du coup ce que tu avais diffusé à l'époque. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses que j'ai terminées assez récemment, dont je te parlais déjà. Donc c'est chouette. C'est un vrai plaisir de t'avoir à nouveau. Tu vas faire partie des gens récurrents maintenant. Il faut plaisir à recevoir toujours. Bon là du coup par téléphone malheureusement, mais bon. Ouais. Est-ce que dans un premier temps, tu peux me dire comment tu as pitché ce projet à ton producteur, Nelson Grenacia, qui est chez Yukon Kun Productions? Comment j'ai pitché le projet donc au tout démarrage de la rencontre? Ouais. Est-ce qu'il a beaucoup évolué en fait entre le premier pitch Ah et voilà, le c'est film? ça, d'accord. Alors oui, le projet a pas mal bougé. En fait, à la toute base, j'ai signé avec Nelson Grenacia de chez Yukon Kun Productions pour un long métrage. Le long métrage qu'on développe maintenant depuis 1 an et demi, qui s'appelle 3 nuits par semaine, et qui travaille déjà la question des dragues, du drag queen, à travers une histoire d'amour. Et donc j'avais ce projet-là aussi en tiroir, enfin dans les tiroirs, et l'envie de le faire. Et donc ce que je lui ai pitché, c'est l'histoire de deux frères un 31 décembre à Strasbourg, parce que j'avais eu l'occasion de passer quelques réveillons à Strasbourg, et c'est une folie là-bas, digne du 14 juillet, des feux d'artifice, tout le monde, tous les jeunes boivent du crément dans la rue. Et je voulais montrer comment deux frères, l'un plutôt influence rap et l'autre plutôt drag queen, allaient se croiser dans cette soirée, être pris dans une bagarre de groupe, dans un affrontement, et finalement se réconcilier autour d'un bon barbecue sur les quais de Strasbourg. Donc la base du projet, c'était ça. Et puis ensuite, pour des questions de calendrier et aussi de commission régionale, comme on a effectivement été accompagné par la région Grand Est, mais qu'on l'a pas tourné à Strasbourg comme c'est prévu à la toute base. Le projet a bougé. Du 31 décembre, c'est devenu un 14 juillet. Et puis, de fil en aiguille, on a voulu resserrer les enjeux et se dire que plutôt que de faire une fête nationale où tous les jeunes seraient dans la rue, que ça soit plus fort pour les personnages, c'est devenu le soir de la fête de village, avec l'histoire plus de la scène ouverte, qui est l'occasion de performer, plutôt que du bal du 14 juillet, qui était plus global. Voilà. Au casting, on retrouve entre autres Léo, incarné par Simon Royer, son grand frère Jules, interprété par Marvin Dubar, son partenaire de scène Yaya, interprété par Mathias Ougnikpo, Ambre par Louise Malek, François par Hugues de la Marlière, et on retrouve la divine Cookie Conti, qu'on voyait déjà dans ton précédent cours. Est-ce que tu peux dire un mot sur le choix de ces comédiens, et est-ce qu'ils étaient déjà initiés au milieu du drag queen ou pas du tout? Ouais, bah déjà moi j'étais très heureux de travailler avec des acteurs plus jeunes, parce que le désir du film c'était vraiment d'explorer le frisson de la scène
que ce soit via le drag ou via le rap, pour des personnages de 17-18 ans. Donc ça a été aussi une grande joie. On a travaillé au casting avec Sophie Martin qui m'a aidé à rencontrer des acteurs plus jeunes. Et donc pour le choix des acteurs, on a auditionné pour le rôle principal et pour Yaya, donc joué par Mathias, en effet, à la fois des acteurs en se disant qu'on les formerait à la pratique du drag et des drag queens sans forcément d'expérience de cinéma, en se disant que on leur apprendrait à travailler sur le plateau. Donc je savais que de toute façon, il fallait trouver des comédiens qui réuniraient un petit peu ces deux pratiques-là. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai rencontré Mathias Onikpo, qui est connu, que je connaissais de loin à Paris sous les traits de son personnage Chiara Bolt, donc qui lui est drag queen établi à Paris, qui avait en plus déjà une formation de comédien. Donc en audition, ça a été évident. Et j'ai un peu réécrit le personnage de Yaya pour qu'il lui colle à la peau, puisqu'il a été tout de suite hyper intéressant pour moi et très inspirant. Et puis pour le personnage de Léo, donc le personnage principal, j'ai eu un coup de cœur pour Simon Royer, et de là on a lancé en effet tout un processus pour l'initier au drag. Moi, depuis Un homme mon fils, je suis devenue drag queen, donc ça fait aussi complètement partie de ma vie, et j'ai développé comme tu sais, le personnage de Javel Habibi qui avait été créé pour Un homme mon fils. Depuis, il existe dans la vraie vie et je l'incarne dans les soirées à Paris. Donc entre mon expérience du drag et l'expérience de Mathias, ainsi que d'autres techniciens du film, parce qu'il y a Aurélien Dirico qui est connu sous les traits de Minuit Divinil, qui signe tous les costumes du film. Nous trois, on l'a initié, on l'a mis dans son costume du personnage, on est sortis tous en soirée et voilà, on lui a permis de faire un peu l'expérience du drag avant le film. Super, c'est ce que je disais, en fait c'est déjà le deuxième film que tu fais sur cet univers drag queen, ou plutôt de la guérilla pour reprendre l'une des répliques de ton personnage principal, mais toujours avec un contexte ou plutôt un point de vue familial, parce que dans Un homme mon fils, ton précédent court-métrage, ton père qui incarnait ton père, puisque tu jouais également en plus de réaliser, ton père donc te découvrait en train de performer, et là c'est un grand frère qui assiste à cette représentation lors de cette scène ouverte. Et je crois d'ailleurs que dans la vraie vie, tu as un frère. Est-ce que c'est une transposition ou pas ? Alors, c'est pas une transposition de ma propre histoire, parce que comme moi j'ai commencé le drag à 30 ans, j'ai pas eu l'occasion de vivre, de voir dans les yeux de mon frère ce que ça lui faisait, puisqu'on vit plus du tout ensemble. Donc je sais qu'il me soutient et qu'il aime mon personnage, mais en tout cas ça a pas été un hiatus entre nous. En revanche, c'est bel et bien inspiré d'une vraie histoire. C'est un ami très proche de moi qui est gay et qui a un jumeau qui lui est hétéro et qui m'a beaucoup parlé de leur enfance et de la façon dont son jumeau a pas forcément bien vécu son homosexualité et comment ils avaient ce rapport chien et chat où à la fois ils n'arrêtaient pas d'avoir des conflits, ils étaient dans la même classe et l'un se levait pour donner des claques à l'autre, et à la fois si quiconque, que ce soit le professeur ou un camarade, faisait quoi que ce soit pour l'humilier envers l'autre, et le premier le défendrait à corps perdu, quoi. Donc ça m'a plutôt inspiré, ça m'a intéressé. Et puis après, c'est vrai que dans le lien avec Un homme mon fils, je crois que le film est dans la suite parce qu'il questionne la représentation du masculin. Dans Un homme mon fils, c'était entre un père et son fils, il y avait cet écart d'âge et donc deux images de l'homme, deux images du masculin, en tout cas deux inspirations différentes. Et là, oui, ça m'intéressait de voir comment ce conflit pouvait peut-être se rejouer, ou cet écart de culture pouvait se rejouer entre deux gamins du même âge, et comment avec à peine 2 ans d'écart, on pouvait se choisir des modèles aussi radicalement différents. Ça parle pas de sexualité, contrairement à l'histoire qui a inspiré le film, et il s'agit pas de savoir si le grand frère accepte l'homosexualité du petit frère, puisque c'est jamais travaillé dans le film. Mais en tout cas, plutôt... est-ce que le grand a la honte de voir son petit frère en talons et en body vinyle au milieu de la place du village, quoi. Dans notre précédente interview, tu disais que la communauté en fait des drag queens, c'est une famille aussi. On entre dans un cercle, on se fait un peu baptiser. Je sais plus le terme exact tu vas pouvoir me le redire. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se joue entre deux frères. Donc c'est un autre cercle familial et les deux se rejoignent. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus ? C'est vrai qu'en tant que drag queen, moi je le sens très très fort à quel point il y a un système de sisterhood, on va dire en anglais, c'est la sororité. Comme la plupart des drags vont se choisir des personnages féminins, on va aussi se découvrir des sœurs ou des cousines ou des tantes. Moi j'aime bien me raconter que je suis un peu la tata, comme je suis souvent plus âgée que les autres filles, la tati qui va les accompagner, les guider. Donc en tout cas oui, il y a un peu ce système-là comme ça. Et c'est vrai que sans doute que ça m'intéresse de mettre en perspective la famille imposée, la famille de sang et les familles qu'on se choisit.
Et Cookie, dans ce film-là, elle est complètement au croisement de ça, parce que comme Cookie joue son propre rôle et qu'elle joue la queen établie, qui a réussi et qui vient un peu faire un petit spectacle, alors que c'est pas de son niveau, au milieu d'un village plus isolé que dans son réseau habituel, il fallait un petit peu expliquer les raisons de sa présence. Et donc c'est là que mon producteur m'a soufflé que si Cookie était le cousin du personnage principal, que donc il y avait 2 drag queens dans cette famille-là, on se poserait moins la question de savoir pourquoi une queen aussi célèbre atterrit au milieu de la fête de Bar-les-Bains. Et donc Et agit oui, un en peu effet. comme un mentor finalement Ouais, tout sur à le fait. personnage de Et Léo. elle l'initie, en tout cas on sent qu'elle l'inspire et que Léo est très impressionné et qu'il veut aussi, il veut aussi être à la hauteur de son cousin. Donc il y a un peu ce truc des modèles où il y a le grand frère qui rappe et puis il y a le grand cousin qui fait du drag et en fait il choisit de suivre la voie de son cousin. Donc ça a été tourné dans un tout petit village, à Bain-les-Bains, c'est ça? Ouais. Je voulais savoir quel accueil vous aviez eu par les habitants de ce village-là, qui vous ont vu débarquer. Ouais, alors c'est pas si petit Bain-les-Bains, c'est quand même assez étendu. C'est une ville thermale qui est connue pour ses bains, justement. Bain-les-Bains. Et non, en fait, ça a été complètement formidable parce que on a fait une sorte de casting de ville puisque comme on a reçu l'aide de la région Grand Est, du département et aussi de la communauté de communes autour d'Épinal, on avait une sorte de géolocalisation et il fallait trouver le meilleur décor dans ce périmètre-là pour bénéficier donc d'un accompagnement aussi financier. Donc on a visité plusieurs villages et en fait Bain-les-Bains, qui s'appelle aussi la Vosges-les-Bains, la mairie nous a accueillis mais vraiment à bras grands ouverts, a mis tous ses locaux et tous ses moyens humains à disposition immédiatement pour le film et c'est vrai qu'il y a eu aucun doute en fait. Ça a été à tout point de vue et également de la part des habitants un truc de groupe quoi. On a proposé aux habitants de jouer les spectateurs de la fête et on a eu comme ça une 50aine de personnes qui a passé 3 nuits avec nous, habillées pareil, pour être au raccord, sur la place du village, alors que c'était le week-end juste avant la rentrée des classes. Et voilà, tout a été facile. Et c'est vrai que moi, je voulais raconter la difficulté de ces jeunes-là qui peuvent se sentir isolés culturellement et plus au contact d'une culture Instagram sur le web et qui essaient de l'imposer dans leur village. Mais paradoxalement, ça n'a pas du tout été l'expérience du film. Oh, bah super alors. Dans ton film, il y a aussi 2 salles, 2 ambiances, avec cette dualité jour-nuit et surtout cette transformation physique. Là, visuellement, ça en jette. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Bah, des fois, quand on voit les films, on sent la scène où on se dit ah bah là, la réal ou le réal l'a fait parce qu'il voulait filmer ça absolument. Et je pense qu'en effet, on sent quand on voit Beauty Boys que le film est construit pour mettre ces gamins en drague, pour les mettre sur scène, pour faire arriver Cookie telle une héroïne Hitchcockienne. Oui, c'est ça, parce que son arrivée dans les phares de la voiture, c'est quand même... ça en jette, quoi. C'est complètement spectaculaire, quoi. Oui. Et tout est construit pour ça, autant la lumière que les costumes et le maquillage de Cookie, enfin tout va dans ce sens. Donc c'est vrai qu'il y avait un désir quand même dans ce film-là, beaucoup de filmer le spectacle. Moi je suis toujours, comme j'étais comédien avant d'être réal, je suis toujours très curieux et très gourmand des scènes de show et de voir comment elles sont retranscrites. Et c'est d'ailleurs assez rare à mon sens de voir des scènes de théâtre bien filmées, mais bon ça c'est un autre sujet, mais de rendre compte de la grâce aussi du spectacle vivant. Et je pense que c'est pour ça que je suis très exigeant sur filmer les playbacks, filmer l'art du drag, parce que je veux pas que ça soit tarte, alors qu'il y a toujours une dimension aussi un peu ratée dans le drag et ça fait partie de sa magie, au sens où l'artifice est complètement assumé et complètement visible. On voit bien qu'on est des créatures avec des fausses perruques et des talons avec la maladresse que ça peut comporter, mais c'est trouver le point d'équilibre entre cette fragilité-là et la magie absolue, parce que le temps d'une performance, on a le charisme et la puissance d'une Beyoncé, on tient tout l'auditoire dans notre main et on essaie d'offrir quelque chose de spectaculaire qui nous met au contact de notre force de vie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que les scènes de nuit, que ce soit le show drag ou le rap du grand frère, donc je spoil un peu le film, mais il y a aussi une performance où il s'agissait aussi de montrer une grâce du masculin avec cet acteur de 20 ans, Marvin Dubar, qui rappe sur scène sur un morceau de Cléon, un rappeur de Clermont-Ferrand que j'ai rencontré en casting et qui nous a donné l'occasion
utiliser son titre. Tout ça, voilà, c'était aller dans ce sens-là de montrer ce que c'est la magie d'être sur scène et comment ça peut être gracieux et vital pour ces personnages. Et justement, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as capté ces moments de show, ces scènes de danse et aussi de rap? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été accompagné par quelqu'un pour ces passages-là? Bah complètement. En fait, on a été accompagné par un chorégraphe qui s'appelle Fabso, qui était mon prof de danse en fait, Ok. tout simplement. Et j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il proposait parce qu'il mélangeait à la fois des inspirations hip-hop un peu street avec quelque chose. Alors j'ai pas le vocabulaire, mais quelque chose en drague on appelle ça un peu plus shady, un peu plus. Des On attitudes sort aussi. les hanches, Mhm. voilà, exactement, attitude, un peu girl power qui me plaisait. Et donc on a travaillé avec les comédiens. Et donc Mathias avait déjà dansé et Simon a dû cumuler les challenges puisqu'il a fallu non seulement qu'il apprenne la choré mais qu'il la maîtrise en talons. Et pour le rap, après, donc Cléon, le rappeur, nous a autorisé à utiliser son morceau et Marvin a passé plusieurs jours, voire semaines à poser les paroles en rythme sur l'instru de Cléon. Donc ça a été aussi pour lui. Je leur en demandais beaucoup parce que il fallait que ça soit bien. Et notamment pour le rap, comme j'ai une formation musicale, j'ai horreur des playbacks qui sont pas assumés. Par exemple, pour toutes les scènes là dans le film qu'ils ont fait sur Florence Foster Jenkins avec Catherine Fro, c'est l'histoire d'une chanteuse qui est censée chanter faux, mais on sent quand elle le fait, alors que c'est des performances live, que c'est retravaillé, c'est préenregistré, c'est un playback. Et moi, ça me gêne en fait, ça m'enlève complètement la magie de la scène. Donc je tenais absolument à ce que Marvin soit capable de chanter en live et de faire vraiment sa perf devant un public. Donc c'est un vrai acoustique en fait qu'on a enregistré et c'est après Geoffrey Perrier, l'ingé son, qui a inventé le dispositif pour prendre à la fois les sons d'ambiance, le son du micro, les sons des enceintes, etc. et qu'on ait un vrai live acoustique à monter en post-prod derrière, quoi. Et peut-être la collaboration aussi avec ton chef-op. Est-ce que tu avais des références de films peut-être qui ont pu t'aider pour la préparation? Moi j'aime beaucoup Last Show de Altman, justement parce qu'on sent ça, on sent comment ça frémit. C'est souvent des longs plans où la caméra est mobile et donc elle enroule les personnages sur scène au micro. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est un très beau film sur la performance en public. C'est cette histoire-là de la toute dernière émission live à la radio d'un groupe de country avec Meryl Streep notamment. Donc ça peut m'inspirer. Puis il y a quelque chose d'un peu chaud aussi dans la lumière. Où on est vraiment enveloppé dans cette nuit qui fait du bien. Et en fait, l'arrivée de Cookie est complètement inspirée par une scène de La vie aquatique de Wes Anderson. Mhm. Ouais, c'est ça. Parce que, alors je vais du coup spoiler, attention spoiler de la fin de La vie aquatique. Tout l'enjeu du film, c'est d'arriver à voir le requin jaguar dans les fonds marins et puis à la fin, les personnages se retrouvent dans le petit vaisseau sous-marin et ils finissent par voir apparaître la créature qui les a tenus tout le film. Et il y a une magie en fait dans le découpage de cette scène où on est sur un champ contre champ avec des travelling avant et on filme l'obscurité et petit à petit la créature magique apparaît. Et moi, c'est une scène qui me bouleverse d'émotion parce que c'est l'apparition de la magie. Pour moi, c'est comme la licorne qui sort de la forêt interdite dans Harry Potter. Et pour moi, c'était hyper important. Ça a complètement guidé le découpage de cette séquence et c'est pour ça que ça nous a inspiré pour l'arrivée de Cookie. On est aussi dans le fameux truc de Spielberg du travelling avant avec des personnages qui regardent un hors-champ qui semblaient fascinés et c'était l'envie pour cette séquence de faire un pas de côté dans le genre puisqu'on est dans une écriture très réaliste mais à un moment donné pour filmer l'arrivée de la drag queen ça me semblait possible de faire appel à une écriture beaucoup plus fantastique. Voilà, d'où les références un peu au film noir et à la blonde Hitchcockienne. On entend les talons au fur et à mesure qu'elle s'approche de la caméra. C'est un peu ce qui me vient. Après, il est vrai que moi, j'ai toujours un peu du mal à donner des inspirations visuelles. Que ça, c'est toute la partie qu'amène Vadim, qui propose en lumière, vient beaucoup de lui. Il m'a montré ce film avec Matthew McConaughey sur l'errance d'un type, d'un chanteur à Miami. C'est assez récent. Je crois que c'est The Beach Bum qu'on a un peu tiré ces ambiances bleutées de la scène, ce bleu électrique et ce bleu cyan. Voilà, donc le mélange de sources assez chaudes avec les lampions pour raconter le bal et puis des sources colorées assumées pour faire les lumières de la scène et du spectacle du bal populaire. Et je pensais aussi, est-ce que tu as vu le film de Daniel Lessovitz, Port Authority dans Oui, je l'ai vu. le Oui, milieu, sur oui. des balles. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est compliqué parce que
Honnêtement, j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu par le film parce que j'ai été déçu par la trame narrative où finalement on est sur un récit assez linéaire, l'histoire d'un garçon, si je me souviens bien, donc qui tombe amoureux d'une fille trans dont il ignore qu'elle est trans. C'est ça. Et finalement, alors il y a un double obstacle dans le film. Le premier, c'est qu'il va s'apercevoir que la fille est trans et donc on va en passer par des scènes que je trouve toujours un peu pénibles de oui mais ça me demande un effort de considérer que je peux avoir du désir pour toi. Je trouve qu'il y a un moment donné où si on veut faire preuve de modernité, c'est pas des obstacles. On a déjà raconté ces histoires-là, la difficulté d'être gay, la difficulté de se découvrir un désir pour une personne transgenre. Je suis un peu mal à l'aise. Je trouve ça un peu en retard quoi sur les problématiques. Après il y a un autre obstacle qui est que par ailleurs il y a ce garçon qui se débat dans sa précarité, ce qui du coup moi m'intéresse plus comme obstacle à l'histoire d'amour. Mais une fois passé voilà ce récit un peu linéaire, j'étais assez déçu et puis j'ai trouvé aussi que pour filmer le milieu du voguing américain, on restait assez en surface malgré des personnages très 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 attachants. Là soudain je me dis peut-on faire le procès au film d'être du côté d'un personnage blanc pour filmer un film sur le voguing? Alors je ne sais pas, je me positionnerai pas là-dessus. Le fait est que pour raconter quelque chose d'une communauté hyper minoritaire, savoir la communauté trans noire américaine, on s'est mis du côté d'un personnage hétéro blanc. Voilà. Donc je sais pas bien, je sais pas très bien, mais j'étais un petit peu déçu par le film. Et toi? C'est que là c'est compliqué parce que du coup je te parle de positionnement hyper politique et ça peut être Oui, non, mais très discuté ce que ouais, je ouais, dis, mais mais donc c'est très intéressant parce que au contraire, moi je trouvais que c'était peut-être une porte d'entrée plus simple pour parler, tu vois, à un public plus large. Donc après, voilà, ça a aussi ses travers. Bon, je veux pas faire l'avocat du diable, je crois que la réalisatrice, c'est en grande partie inspiré de son histoire aussi. Elle a découvert le voguing, etc. Puis elle a enfin pris conscience de son orientation sexuelle en tant que lesbienne. Donc voilà, bon, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était quand même une tentative intéressante. Mais après, oui, il y a cette question de point de vue qui comme tu le dis, est à discuter, quoi. ouais, je sais pas très bien quoi en penser de la question du point de vue. Je suis plus à l'aise et j'assume plus là de dire, je trouve que dire c'est compliqué de désirer une femme trans, enfin, ça me fait vraiment chier en fait Mm. qu'on doive en passer par là dans les scénarios. Je pense que peut-être cette réflexion-là est plus pertinente que la question du male gaze. Mais je sais pas bien. Mais en tout cas, ouais, j'étais assez déçu. Je crois que je m'attendais à aussi dans la réalisation, il y a quelque chose de pas si spectaculaire et pour raconter comment on est frappé de plein fouet par la magie d'une personne, je trouvais qu'on était un petit peu en dessous de ce que j'aurais voulu ressentir. J'ai pas eu beaucoup d'émotions dans le film. C'est vrai que c'est aussi toujours un peu fallacieux de dire, de reprocher à un film d'être du côté d'un personnage masculin blanc. C'est des problématiques très complexes parce que le problème est véritable. À la fois, peut aussi être un peu trop prompt à condamner un film parce que le personnage est blanc, alors que c'est pas non plus forcément problématique dans toutes les situations. Toi, est-ce que c'est des questionnements que tu t'es posés ou en tout cas que les commissions, par exemple, de financement ont pu te reprocher ou pas du tout? Moi, c'est des questions que je me pose toujours parce que j'estime que c'est notre responsabilité dans la mesure où on est en charge, on a le pouvoir d'influer sur les représentations. À partir du moment où je produis des images, j'estime que c'est mon rôle de toujours me demander quel modèle j'encourage ou à quoi je participe. Donc sur les représentations féminines ou sur la question de la diversité au cinéma. Ceci étant dit, je suis obligé également de reconnaître que je peux pas tout faire. Par exemple, un film sur le drag où la plupart des personnages sont des hommes qui se métamorphosent en créatures féminines sera forcément beaucoup moins peuplé d'actrices, malheureusement, que d'acteurs. Il va y avoir une réflexion sur le masculin et donc beaucoup plus d'acteurs que d'actrices. Donc je sais par exemple que je vais prendre grand soin dans les rôles féminins à bien les servir, à réfléchir à ce qu'elles aient du tempérament, enfin voilà, à ce que ça soit vraiment des beaux rôles, surtout sachant qu'elles sont en sous-nombre dans le casting, à bien les soigner et à surtout pas leur faire jouer les utilités. Je vais aussi être vigilant dans la représentation des drag queens à ce que il n'y ait pas que des hommes blancs, qu'il y ait de la diversité, qu'il y ait des physiques différents, des corps différents, des très maigres, des plus enveloppés, qu'il y ait aussi des drag kings, que ça soit pas que des hommes en drag queen, etc., etc., qu'il y ait aussi des personnages non binaires. Puis maintenant, j'en suis à pas essayer de pas oublier la représentation des non valides, enfin des personnes avec des handicaps. Donc je trouve qu'on doit être très vigilant à ça.
avec les limites que ça peut comporter. Après, au niveau des commissions, comme on est malgré tout, je crois, du point de vue des lecteurs, dans quelque chose de la niche, on n'est pas on est un peu dans la marge. Il n'y a pas eu de commission qui m'ait reproché de pas avoir assez de personnages non binaires ou pas assez de personnages transgenres, par exemple. Ce qui va faire tiquer, ce qui va être un point de question pour eux, c'est la place des femmes. Ça, par contre, c'est là où on en est aujourd'hui dans nos réflexions de société. Dans les quotas imposés, enfin justement pas imposés, mais qui sont quand même toujours suspens. Oui, voilà, il y a une réflexion évidemment nécessaire sur la parité et sur les violences faites aux femmes, comment c'est institutionnalisé. Mais du coup, comme c'est ça un peu qui est dans les esprits, on va me questionner là-dessus. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que dans le fond, le drag n'a pas grand-chose à voir avec la place des femmes. C'est complexe à expliquer. On peut être tenté d'y voir une attaque où les drag queens singeraient la féminité, ou alors on pourrait y voir un hommage absolument à la puissance féminine. Donc moi, je le vois plus comme ça. Je vois plus comment, en tant que garçon, le drag me permet d'embrasser un imaginaire féminin et de le nourrir de figures féminines qui m'inspirent. Mais paradoxalement, ça ne parle pas tant des femmes, en fait. Je sais pas si c'est très clair. Si, ouais. C'est toujours complexe de questionner la place des femmes dans la société à travers le drag, parce que, par exemple, la meilleure manière de le faire, ça serait de mettre en scène un drag king, à mes yeux, donc un personnage femme qui deviendrait une créature masculine, puisque là, on serait dans les questions de comment elle met en jeu son genre et comment elle met en jeu ses propres représentations, ou comment elle s'en libère, elle les réinvente, elle s'en échappe. Donc voilà, je suis toujours un peu démunie dans les commissions quand on me demande ce que je dis des femmes, et voilà, c'est pour ça que tout ce que je peux en dire, c'est que je suis vigilant à ce que dans le trio des personnages principaux, il y a le garçon amoureux de la queen, mais il y a aussi sa copine, qui est un vrai personnage important, et sa sœur, qui est son alliée, qui le bouscule aussi parce qu'elle est beaucoup plus moderne que lui sur la question du désir. Tu disais tout à l'heure que tu performais à présent sous le pseudonyme de Javel Habibi. Pendant le confinement, tu as fait plusieurs lives que j'ai essayé de suivre quand je pouvais. On peut peut-être parler de ça parce que ça fait partie maintenant, partie intégralement de ta vie, peut-être pas, mais en tout cas ça en prend une bonne partie quand même dans ton quotidien. Oui. Tu fais aussi pas mal de projets en vrai, bon, quand il n'y avait pas encore ce problème de corona, mais où tu performais également sur scène. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Oui, tu peux dire que ça fait complètement partie de ma vie, puisque là je te parle de chez moi dans ma chambre et je vois toutes les perruques qui prennent une place insensée sur mon étagère. En fait, quand le confinement est arrivé, c'était le jour d'une soirée que j'avais appelée les mercredis Habibi. C'était la 3e édition à Ménilmontant dans un bar, et on avait préparé le tout. Et donc on nous annonce le confinement, je crois, le lundi soir, et le mardi j'en parle avec mon copain, hein, qui est drague également, et on commence à élaborer comme ça en plaisantant l'idée de faire un show sur Instagram, mais un peu comme une blague, en se disant mais ça serait si drôle, oui, on arriverait à faire Las Vegas dans la salle de bain, puis voilà, je performerais sur la table de la cuisine, voilà. Et donc j'ai sollicité les artistes qui devaient être avec moi ce soir-là. Elles n'ont pas toutes pu le faire parce qu'il y en a qui étaient partis en province, dans leur famille, qui n'avaient pas de perruque, rien pour faire du drag, mais j'ai réussi à en réunir 5. Et puis sur une blague, finalement, on a fait 6 éditions pendant le confinement. Et l'objectif, c'était déjà de résister un peu par la joie, parce que c'était très plombant, mais d'ailleurs toi tu l'as fait aussi en proposant des podcasts récits de confinement, et je trouvais ça important de proposer des objets divertissants et d'une certaine manière de donner l'idée qu'on pouvait réinventer malgré la contrainte. Donc se dire on est tous bloqués, on peut plus être ensemble, en fait si, on va quand même être ensemble et on va faire des shows drag alors que rien n'est fait dans une maison pour faire du drag. On va prendre la lampe du salon et puis on va vous proposer ça. Et puis après, comme moi, c'est toujours important de pas proposer que du divertissement pur. J'essaie toujours que ça soit palpable ou complètement implicite. De nous élever aussi culturellement. En tout cas, de vous nourrir ou de vous transmettre ce qui, moi, me nourrit. Parce que le confinement, ça a été une vraie épreuve mentale pour moi. Et ça a été l'occasion de me nourrir au contact de penseuses. Beaucoup des femmes qui écrivent, qui parlent à la radio. Je pense à Marie Richeux. J'ai écouté beaucoup d'entretiens, beaucoup d'auteurs, des femmes qui font du cinéma, Céline Sciamma, Christiane Taubira qui fait de la politique. Voilà, plein d'esprits comme ça qui m'ont énormément aidé et qui ont rompu l'isolement aussi, parce que j'avais l'impression d'être dans une solitude
peuplé de ces pensées-là. Et donc j'essayais toujours d'en retranscrire un peu quelque chose en lisant des textes ou entre les performances ou en invitant des queens. Je pense à Sarah par exemple, qui nous a lu de la sociologie ou des réflexions sur la violence, les violences faites aux Noirs. Donc voilà, c'était ça l'objet, c'était divertir et proposer un peu de matière à penser. Est-ce qu'on peut les retrouver, ces lives? Tu les as enregistrés ou... Alors malheureusement non, les lives sont pas conservés sur Instagram. Moi j'ai essayé d'en garder une trace, donc peut-être que c'est un projet possible. Mon producteur m'encourage à faire un montage de ça, parce que ça raconte aussi quelque chose sur cette drôle de période. Bien sûr. Mais pour le moment non, les images sont pas encore accessibles. Une fois que le corona sera derrière nous, assez rapidement je l'espère, tu vas continuer de performer en direct, mais en chair et en os, j'ai envie de te dire. Oui, bah c'est une envie. J'ai un drôle de rapport au drag. Je pense qu'on a toujours un drôle de rapport. Ça va faire bientôt 2 ans. Je connais plein de drag queens qui alternent entre la passion fusionnelle et la saturation, etc. À l'inverse, t'as des queens comme Cookie Conti, dont c'est le métier toute la semaine et qui traversent ce milieu-là en gardant toujours la fraîcheur et l'inspiration. Mais je pense que c'est pas simple. Et donc moi, je sais pas encore bien où j'en suis. Je sais que j'ai connu le drag parce que je faisais un film dessus. Et que là, l'année prochaine, si tout va bien, j'ai rendez-vous avec la fabrication de mon premier long métrage qui continue d'explorer ce milieu-là. Donc par moment, je me dis, est-ce que je vais pas mettre un peu mon drag en sourdine pour en redevenir un spectateur qui en fait le récit? Je sais pas encore. Mais en tout cas, l'envie est là, oui, de retrouver les gens et de les accueillir dans des soirées. On célèbre le fait d'être ensemble, quoi. Tu parlais de ton projet de long métrage, c'est peut-être trop tôt pour dire un mot dessus ou pas, comme tu veux. Ah non, je peux t'en parler un petit peu. Puis c'est drôle parce que la fois où où on avait fait l'entretien pour Un homme, mon fils, je venais de commencer à l'écrire, donc je t'en parlais. Là, le projet est quasiment fini d'être écrit. Donc il y a eu un développement d'1 an et demi avec Yukun Kun, qui a également produit Beauty Boys et qui a produit, là, en janvier, 2 semaines avant le confinement, Premier Amour, qui est un épilogue au long métrage. Alors du coup, je vais te raconter un peu les deux rapidement. Le long métrage s'appelle 3 nuits par semaine. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui connaît absolument rien au milieu drag, un garçon qui est en couple avec une fille et qui va tomber fasciné et petit à petit amoureux de Cookie Conti. Qui croise dans le milieu des dépistages santé sexuelle, puisque il arrive que les queens se mobilisent auprès d'associations pour faire de l'information. Donc dans ce cadre-là, qui n'est pas du tout en plus le cadre des soirées drag, il va être frappé et va se déplacer et plonger totalement dans un univers qui n'est pas le sien. Donc c'est l'histoire d'amour de ces deux personnages-là, avec la question surtout de savoir, quand on est drag queen, on a la chance et la malchance d'avoir 2 alter ego, d'avoir sa personnalité propre et son alter ego. Et ça m'intéressait de traiter ça dans une histoire d'amour, à savoir comment on fait quand on est 3 dans une histoire alors qu'on n'est que 2. Voilà, ça c'est l'histoire de 3 nuits par semaine. Et puis, du coup, Yukun Kun m'a proposé en janvier, juste avant le confinement, de tourner un épisode du film qui s'appelle donc Premier Amour, qui n'est pas une scène du film, c'est plutôt un épilogue possible. Donc on a commencé par raconter en 10 minutes ce pourrait être peut-être la rupture entre les personnages. Encore, le film est ouvert là-dessus, mais en tout cas filmer la fin d'une histoire. Là, le film, on vient de le terminer. C'était une occasion aussi de travailler un peu les motifs. On retrouve Cookie, donc ça fait déjà 3 courts-métrages qu'on aura fait ensemble avant le long-métrage. Exactement, bien sûr, elle m'aura inspiré vraiment autant en tant que réalisateur qu'en tant que drag queen moi-même. Et puis voilà, j'aimais bien ce petit pied de nez de commencer par raconter une histoire d'amour par la fin, vu que le long-métrage ne racontera que le début, voire un peu du milieu. Et est-ce que tu penses que ton point de vue a changé depuis ton premier film, quand tu n'étais pas encore justement les 2 pieds dans ce milieu-là? Maintenant que tu as toi-même un alter ego, est-ce que ton discours a évolué ou pas? Ah, beaucoup, mais du coup sur quel point tu penses? Sur ces questions de représentation, parce que moi en fait ce qui me fascine et ce qui me plaît toujours autant dans tes films, c'est ta régularité pour avoir à chaque fois la bonne distance dans le regard que tu portes à tes personnages justement, féminins ou masculins, où on n'est jamais dans un voyeurisme, tu vois, extrême, où à chaque fois c'est un regard très sensible, très honnête, réaliste, et puis après voilà, tu le disais aussi plus fantasmé et plus vif, enfin, beaucoup plus coloré quand on approche forcément les drags en fait.
Mon regard a évolué au sens où, quand j'ai connu le drag, j'étais du côté du spectateur, donc j'étais du côté du fasciné, qui découvre un peu la coulisse, mais qui vit pas de façon organique la nécessité d'un garçon de se mettre en drag queen et comment ça peut l'armer au quotidien dans sa vie. Donc je pense que en développant Javel Habibi dans la vraie vie, j'ai pu vraiment ressentir, sans que ça soit théorique, des questions que je soupçonnais pas sur notamment la dévotion à son alter ego, l'envie de soigner son personnage comme on soignerait quelqu'un d'autre et comme on aurait peut-être plus de mal à se soigner soi-même. Me dire qu'il faut que Javel Habibi soit une femme élégante, j'ai envie qu'elle soit classe, qu'elle ait une pensée vive, etc., etc. Donc voilà, la dévotion, l'importance de soigner son alter ego, ça je l'aurais pas imaginé sans l'expérimenter. La difficulté aussi à ce que le drag prenne pas plus de place que nécessaire dans la vie, parce que je dis toujours que le drag ça rentre pas dans la vie. On est des femmes over the top, des créatures over the top. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut coiffer une perruque, il faut trouver la tenue, faire des performances, passer 3 heures à se maquiller. Ça rentre pas en fait dans un planning du quotidien. Et donc pour être drag queen, il faut aussi accepter de pousser les murs, et littéralement, puisque je te disais tout à l'heure que les perruques elles prennent une place folle dans mon appart. Et ça veut dire faire une nuit blanche pour coiffer la wig, pour pouvoir la porter fièrement le lendemain, faire des dépenses inattendues pour avoir la tenue qu'on veut, ou payer le taxi qu'on veut se payer parce qu'on sera pas sécure ou pas à l'aise dans le métro pour aller à la soirée. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de sacrifices que j'imaginais pas, et la difficulté de pas être dévoré par ça, parce que c'est une telle passion. Et c'est quelque chose maintenant que je reconnais chez les autres queens et que je soupçonnais pas. Mais c'est une telle passion qu'on peut vite la laisser prendre trop de place, prendre trop de temps, prendre trop d'argent, trop d'importance. Et voilà. s'oublier Ça, peut-être un peu, oui. Bah oui, parce que c'est un tel regain d'ego d'être une reine de la soirée. Et d'être regardée, oui, et de voir de l'admiration presque, j'imagine, dans les regards aussi. Moi, ce qui me nourrit, c'est pas tant d'être admirée que après avoir été un garçon à qui on a demandé de se cacher parce que j'étais trop féminin quand j'étais gamin et ado, après m'être senti oppressée, de sortir fièrement, sans peur et sans faiblesse, puisqu'on est des créatures sans faille, et d'être comme ça une force en fait en public. Je pense que on peut sans doute devenir un peu accro à cette sensation, parce que du coup on n'a plus besoin de la trouver dans son quotidien. On n'a plus besoin d'être un garçon qui se trouve, puisque notre alter ego nous offre tout l'ego et toute la force qu'on n'arrive pas forcément à déclencher dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je pense qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant à ça. Je sais que quand j'ai commencé le drag, les jours qui suivaient, je me sentais forte, parce que j'avais encore les traces de cette sensation de la soirée où j'étais en queen. Donc ça m'a donné confiance en moi, mais je pense qu'il ne faut pas oublier de soigner le garçon qu'on est ou la personne qu'on est, puisque j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas être forcément un garçon pour faire du drag. Tout le monde peut faire du drag, et de toutes les manières qu'il l'entend ou elle l'entend. Mais voilà, faut pas oublier de soigner aussi la personne en civil qu'on est, parce qu'il y a un risque aussi de tout résoudre par le spectacle. Je propose qu'on conclue sur cette très belle dernière phrase, si ça te va. Bah oui, avec plaisir. Disons, c'est quelque chose. Je pensais pas du tout qu'on allait parler comme ça de tout ça. Oui, je t'ai pris pas mal de temps, je m'en excuse. Ah non, pas du tout. Peut-être juste pour finir, pour revenir sur Beauty Boys, je pense que un des projets aussi quand même du film, c'était de rendre hommage à la façon dont aujourd'hui on peut, en tant qu'ado, s'embrasser dans ses identités multiples. Ce que j'entends par là, c'est que moi j'ai grandi dans les années 90 et avec les débuts d'Internet, et que en banlieue, j'avais pas accès à des représentations d'autres façons d'être un garçon. Donc on m'a beaucoup incriminé parce que je ressemblais pas à ce à quoi un garçon doit ressembler. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans et je suis très ému de voir comment des gamins de 16, 17, 20 ans, grâce aux réseaux, même s'il n'y a pas que des bienfaits, ont accès à d'autres images et ont la possibilité de s'inventer et de gagner du temps sur ouvrir les possibles et questionner les possibilités d'être eux-mêmes, quoi. Voilà. Et donc Beauty Boys,
c'était une façon de rendre hommage à ça, de raconter l'histoire de ces mômes qui ont le courage, parce que j'ai aussi rencontré des gamins comme ça et c'est une des choses qui m'a inspiré le film, mais qui te disent moi j'habitais avant d'être à Paris dans une toute petite ville, et on était deux, on se foutait en drague dans un champ et on faisait notre soirée drague à deux et on vivait notre truc en fait. Ça, je trouve ça très très beau. Et c'est d'ailleurs pour ça que les personnages se maquillent dans un champ avant d'aller faire la fête du village. Et oui, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on pourra voir ton film? Tu as une grande actualité en juin, déjà, pour sa sortie. Mais oui, alors le film devait être diffusé dès le mois de mars, mais à cause de l'épidémie, certains festivals ont été reculés. Donc le film fait sa grande première là en juin. En effet, à partir de lundi 8 juin, on peut le trouver sur arte.tv. Le 9 juin, il sera au Champs-Élysées Film Festival, pour sa première édition en ligne, puisque le festival qui est bien connu à Paris a décidé cette fois-ci donc de se conserver, mais online. On pourra d'ailleurs voter, le public pourra voter pour son court-métrage favori. Le film sera diffusé sur Arte, cette fois-ci à la télé, le 27 juin, mais je ne connais pas encore l'horaire. Et puis on le retrouvera également dans les derniers jours de juin au Palm Spring Film Festival, là aussi édition en ligne. Donc il a un très beau mois de naissance avec tous ces beaux événements. Et il y a d'autres sélections. On devrait le retrouver à l'international. J'en dis pas encore trop parce que je sais pas si c'est officiel, mais il débute sa carrière, quoi. Voilà. Oui, et puis il débute très très bien déjà. Tu commences très fort. C'est trop bien. Je suis super contente pour toi. Écoute, merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Je remercie infiniment mon invité Florent Gouelou. Foncez voir son film Beauty Boys et n'hésitez pas à suivre également l'actualité de Javel Habibi. Je vous laisse, mais reviens très vite. À bientôt.